Voilà, donc on va s'intéresser dans cette partie, hein, donc toujours sur la biographie, la carrière de Perdiccas, à son rôle lors de la succession d'Alexandre et de la première guerre des Diadoques. Donc on avait bien vu voilà, que Perdiccas avait donc conservé son titre de chiliarque, donc à la mort d'Alexandre, et qui fait figure un peu, on pourrait dire, de régent, et qui va former une forme de triumvirat, hein, attention quand même au néologisme, mais avec donc Cratère qui va désigner tuteur des rois, et Antipater, lui, qui va conserver la régence de Macédoine, donc au titre de stratège euh, d'Europe. Donc Perdiccas, qui a quand même une certaine morgue, hein, on pourrait le dire comme ça, voilà, il y a une personnalité autoritaire et ombrageuse, hein, qui n'aurait rien envié à Alexandre, peut-être dans son côté impulsif. C'est qu'il va s'opposer donc très rapidement aux différents généraux et satrapes, hein, méfiants envers donc son autoritarisme. Donc son autorité va être remise en question très, très rapidement par Antigone le Borgne et Léonatos, hein, donc deux généraux, enfin en tout cas Antigone qui est satrape de Phrygie, hein, on l'a déjà expliqué, et qui aura évidemment un rôle très important, Antigone, hein, à l'origine de la grande dynastie antigonide, qui règne en Macédoine, et donc un autre général, Léonatos, hein, qui a un rôle important, Léonatos, parce que voilà, il est quand même apparenté à la mère de Philippe II, et à un moment, il pensait épouser Cléopâtre, la sœur d'Alexandre. Donc je reviens à ces deux hommes, hein, Antigone et Léonatos. En fait, ils refusent de mener la guerre en Cappadoce au profit de Mène de Cardia. C'est-à-dire que Mène de Cardia, on se souvient, hein, le chancelier, le scribe grec avait été chargé de mener une guerre en Cappadoce, hein, qui était loin d'être gagnée d'avance, hein, parce que la région était tenue par un dynaste perse et Alexandre n'avait pas pris le temps de la conquérir, hein, pressé qu'il était de foncer vers la Phénicie. Et donc les deux hommes refusent, hein, de mener une guerre au profit d'un scribe grec, hein, donc voilà la raison. On peut aussi supposer qu'ils ne voulaient pas voilà, diluer leurs forces dans une guerre au profit d'un autre. Et ils vont être convoqués en fait par Perdiccas, hein, pour s'expliquer. Et en fait, ils vont fuir. Hein, Antigone va fuir donc auprès d'Antipater, hein, et de Cratère, donc en Macédoine. Alors même d'ailleurs que Athènes, hein, lance une rébellion, la guerre lamiaque, hein, contre les Macédoniens. Alors, Léonatos, lui, en fait, avait pas tout de suite viré de bord, on va dire, hein. Il est arrivé quand même en Cappadoce à la tête d'une armée, mais en fait, il va être appelé par Antipater, alors que celui-ci, justement, est enfermé à Lamia, donc une cité de Thessalie, donc assiégée par les Athéniens et leurs alliés. Donc en fait, Léonatos, voilà, déroute l'armée qui était prévue pour la conquête de Cappadoce pour venir en aide à Antipater. En parenthèse, Léonatos, plein d'ambition, trouvera la mort au pied des remparts de Lamia. Donc pour le coup, Perdiccas va prendre lui-même le commandement de l'armée royale en Cappadoce, hein, avec en mascotte, on va dire, Philippe III à ses côtés. Il va défaire à l'issue d'une grande bataille, mais dont on n'a pas de détails, mais c'est avec des effectifs importants, hein, le dynaste Ariaratée, pardon, qui va faire crucifier. Châtiment d'ailleurs que réservaient les Perses aux insurgés. Donc Perdiccas va installer le fidèle Eumène à la tête de sa satrapie et en faire de lui son principal allié et son principal général. Donc, considérant en fait la trahison d'Antigone et de Léonatos, hein, qui ont fui donc auprès d'Antipater et de Cratère, au titre donc de Chiliarque, hein, il va retirer à Cratère le titre de tuteur des rois, en manifestant, on va dire clairement l'intention de le prendre pour lui et de devenir vraiment le seul et unique régent. Donc le triumvirat vole rapidement en éclats. Et dans le même temps, donc des querelles matrimoniales, hein, qui étaient souvent inextricables à cette époque-là,
Parce qu'en fait, Antigone va révéler donc à Antipater l'ambition qu'a Perdiccas d'épouser Cléopâtre et non pas Nicaïa, la fille d'Antipater. Perdiccas avait pris en fait contact avec Olympias pour en fait arriver avec la dépouille d'Alexandre et épouser sa sœur. Donc en clair, faire figure de véritable souverain. Voilà. Donc voilà pour l'éclatement, on pourrait dire rapidement hein, de l'unité impériale. Donc dans le dernier point, on va évoquer donc sa défaite. Alors, il va commettre une première maladresse. Alors, on ne sait pas encore vraiment, enfin, on sait toujours pas hein, s'il a vraiment donné des ordres dans ce sens-là, voilà. Mais en tout cas, là aussi, des querelles matrimoniales, c'est qu'il va envoyer en fait son frère Alcétas, qui a un rôle assez important, qui est général lui aussi. Il va l'envoyer donc en Phrygie, assassiner en fait Kinané, qui est une fille donc de Philippe II, qui est déjà relativement âgée, parce qu'elle a elle-même une fille qui s'appelle Eurydice et qui doit se marier à Philippe III. Elle va l'épouser, Eurydice. C'est une intrigante, elle a un rôle assez important. Et voilà, on ne sait pas trop s'il a vraiment ordonné le meurtre de Kinané, mais enfin voilà, donc feu d'action, Alcétas, donc le frère de Perdiccas, tue une fille de Philippe II. Donc évidemment, c'est un geste malheureux, et les Macédoniens auront tôt fait de le condamner. Donc ça fournit un prétexte, évidemment, à Antipater et à Cratère. Donc, face à ce tollé, on va dire, hein, Perdiccas, sous la pression de ses soldats, doit d'ailleurs consentir au mariage entre Eurydice et Philippe III, sachant qu'Eurydice jouera un rôle important. Voilà, elle va manipuler Philippe III, on verra par la suite. Et voilà, ce qui va provoquer d'ailleurs la colère d'Olympias et de Cléopâtre. Alors, là où bah, ça va causer la perte hein, de Perdiccas, hein, c'est les velléités, on va dire, expansionnistes de Ptolémée, donc le puissant satrape d'Égypte, auquel on reviendra bien sûr, qui, non content de faire exécuter Cléomène de Nocratis, qui était l'administrateur grec laissé à son poste donc par Perdiccas, donc c'était l'homme de confiance d'Alexandre et de Perdiccas, il le fait exécuter pour s'emparer en fait du trésor, hein, ni plus ni moins. Et donc non content de ce geste-là, Ptolémée s'empare de la Cyrénaïque, donc une région voisine, peuplée de cités grecques, en Libye actuelle, au mépris total des accords de Babylone. Grave encore, même si les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur la portée de l'événement, on verra, mais en 322, Ptolémée détourne le convoi funéraire qui devait conduire la dépouille, donc la momie hein, d'Alexandre de Babylone, jusque, on le pense, en Macédoine. Donc la portée symbolique du geste est assez évidente. Hein. On suppose bien que voilà, Ptolémée veut capter tout le prestige de la dépouille d'Alexandre. Mais les historiens modernes ne sont pas forcément tous d'accord sur sa réalité parce que les sources antiques sont assez éparses à ce sujet-là. Parce qu'on peut imaginer en fait, c'est même assez séduisant comme théorie, plutôt en fait un accord tacite qui avait été voilà formulé entre Perdiccas et Ptolémée, sachant que les diadoques se disaient que la dépouille d'Alexandre était moins dangereuse politiquement à Alexandrie, euh, donc en Égypte, hein, qu'en Macédoine. Donc bon, là, ça reste de la conjoncture. Voilà, donc c'est de tradition, on considérera que Ptolémée a détourné le tombeau, mais peut-être voir qu'il y avait en fait un accord tacite avec Perdiccas, mais bon, le mystère reste entier. Donc en tout cas, même s'il y a eu un accord, on va dire que secret, que ça suscite la réaction de Perdiccas. Et début 321, il va donc s'avancer avec son armée, donc l'armée royale, hein, vers l'Égypte, tandis que dans le même temps, il va charger donc fidèle Mène de Cardia de mener la lutte en Asie mineure contre une coalition puissante tout de même, hein, menée par Antipater, Cratère et Antigone. Alors, Perdiccas donc se heurte à une frontière orientale de l'Égypte qui est bien défendue. Il échoue donc devant Péluse, hein, qui est le verrou défensif de l'Égypte, et il va ensuite donc du coup tenter de contourner la ville en tentant de traverser le Nil, et ça termine en désastre hein, pour son armée. Hein,
rencontre des noyés, etc. Enfin voilà, c'est un peu un fiasco, ce qui va donc sonner le glas de son offensive. Alors, dans le même temps, hein, Eumène, donc, est en Asie mineure, avec d'ailleurs le soutien d'Alquétas, donc le frère de Perdiccas, font face à Antipater, Cratère et Antigone. Et d'ailleurs, ils seront vainqueurs contre toute attente, hein, contre Cratère. Là aussi, on l'avait vu rapidement, un Cratère qui trouve la mort à la bataille de l'Hellespont, donc en 321. Ce qui va faire d'ailleurs que l'Assemblée des Macédoniens va voter la condamnation à mort de Cardia pour avoir, on va dire, tué un général macédonien, donc un fidèle d'Alexandre. Donc, revenons à Perdiccas. Donc, voilà, échec devant Péluse, échec dans la traversée du Nil. Donc, ça lui aliène les vétérans, notamment les influents et puissants argyraspides, hein, les boucliers d'argent, qui sont voilà des vétérans des troupes d'élite, hein, les anciens hypaspistes qui ont été renommés, on pense, dans la campagne d'Inde. Donc voilà, il est lâché par, on va dire, ces troupes d'élite. Et en mai 321, dans sa tente, hein, il est assassiné euh, par ses officiers, donc Peyton, hein, le satrape de Médie, Séleucos, le maître de la cavalerie, hein, et Antigénès, donc le chef des Argyraspides. Donc là, la mort de Perdiccas, voilà, sonne déjà rapidement le glas, hein, de l'unité impériale, et les forces centrifuges, incarnées donc par les Diadoques, n'auront de cesse de se déchirer pour le partage de l'Empire. Donc suite à sa mort, il y a les accords de Triparadisos, donc en Syrie, et qui voit donc le renforcement du pouvoir d'Antipater à la tête de la régence, et d'Antigone, hein, qui va s'implanter en fait durablement en Asie, en récupérant notamment les territoires dévolus au départ à Eumène et à Alcétas. Il va également aussi continuer la lutte contre Eumène, dont on parlera, parce qu'on fera voilà, une conférence vidéo sur la plupart de ces grands diadoques. Et dans le même temps, voilà, les grands satrapes, donc Ptolémée, Séleucos, Lysimaque, n'ont plus de compte à rendre à personne, hein, et s'expliquera pourquoi ils auront l'ambition de devenir roi, sachant tout de même qu'ils ne peuvent pas usurper ce titre parce que voilà, Philippe III et Alexandre IV sont toujours en vie. Voilà. Donc, pour revenir quand même à Perdiccas, donc il a laissé quand même une, pas de grande trace dans la postérité. Il y a en fait aucune œuvre d'art le représentant, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sculpture de l'époque, aucune monnaie. Il y a très peu de tableaux, même contemporains ou modernes, le représentant. Voilà, les seules illustrations qu'on peut trouver, ce sont des enluminures médiévales, notamment des tableaux qui montrent Perdiccas recevant l'anneau royal. Donc voilà, ça reste un peu un inconnu, mais en fait qui a plus, on va dire, œuvré par sa mort que par son œuvre politique, hein, parce que voilà, sa mort sonne vraiment le glas de l'unité impériale. Donc voilà, je termine là-dessus sur ce premier grand diadoque. Je vous remercie.